Il est 20h ici en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1. Voici les titres de ce samedi 3 juin. Le président de la République a quitté Abidjan aujourd'hui pour Monrovia, au Libéria. Il va prendre part au 51e sommet de la CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement vont examiner notamment la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Et nous irons à New York aux États-Unis pour voir la dernière séance d'information du Conseil de sécurité après l'élection de la Côte d'Ivoire en tant que membre non permanent. Aïchatou Mendaoudou a fait le bilan des actions de l'ONUCI de 2004 à 2017. Les barrages illégaux ont été levés sur l'axe Abidjan-Noé de 31 barrages en 2010. On est passé à 3 barrages légaux, ce qui facilite désormais le transport des biens et des personnes. Dans ce 20h, nous découvrirons ces jeunes scénaristes, réalisateurs, producteurs. Ils représentent la nouvelle vague ivoirienne des professionnels de l'audiovisuel. Ils contribuent à redynamiser le secteur en Côte d'Ivoire. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Il est aussi jeune, passionné de lecture. Boris Anselme Takoué est notre invité de la page culture de ce samedi, auteur ivoirien. Il vient de publier son premier ouvrage intitulé « L'amour dans la tête ». C'est un recueil de 12 nouvelles, des histoires émouvantes qui arrachent au lecteur le sourire, parfois des larmes. « L'amour dans la tête » traite des sujets comme le pouvoir, la femme, l'argent, et même la sorcellerie. Alors, question dans ce monde de plus en plus exigeant, quel rôle doit jouer la jeunesse? Notre invité nous répondra dans quelques instants. Tout d'abord, voyons en image le départ du président de la République, Alassane Ouattara, pour le Libéria. Le président Ouattara a quitté donc Abidjan aujourd'hui pour Monrovia, où il va prendre part au 51e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le sommet se tiendra demain dimanche 4 juin. Et justement, je vous livre ce communiqué relatif à ce sommet de la CEDEAO. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce samedi 3 juin 2017 pour Monrovia au Libéria, où il prendra part au 51e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui se tiendra le dimanche 4 juin 2017. Ce sommet sera marqué par l'examen de la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO en tant que pays membre. Les chefs d'État examineront également la demande du statut d'observateur formulée par la Tunisie. En outre, ce 51e sommet ordinaire verra l'élection du nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. En marge du sommet, le président de la République aura des entretiens avec plusieurs chefs d'État et de personnalités. Le chef de l'État regagnera Abidjan le dimanche 4 juin 2017. La nouvelle est connue depuis hier. La Côte d'Ivoire est élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019. Cette élection coïncide avec la dernière séance d'information du Conseil de sécurité. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Aïchatou Mendaoudou, a fait le bilan des actions de l'ONUCI de 2004 à 2017. Michel Digré est notre envoyé spécial à New York. C'est la dernière séance d'information sur la situation en Côte d'Ivoire débattue au Conseil de sécurité de l'ONU. Après plus de 13 ans de mission de maintien de paix en Côte d'Ivoire, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies fait le bilan des activités de l'ONUCI. Au moment du déploiement de l'ONUCI, la Côte d'Ivoire était un pays divisé en deux. Depuis la fin de la crise post-électorale qui a ébranlé la Côte d'Ivoire, il y a de cela 6 ans, des progrès notables ont été enregistrés sur tous les chapitres. L'environnement politique s'est amélioré, même si beaucoup reste encore à faire, particulièrement dans le domaine de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Toutefois, Aïchatou Mendaoudou reste confiante en la capacité du pays à relever ces défis. Je suis convaincu que l'investissement au quotidien, personnel et collectif, de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien permettra de consolider durablement cette paix difficilement acquise. Je voudrais exprimer ma profonde reconnaissance et ma grande admiration au peuple et au gouvernement de la Côte d'Ivoire à tous les niveaux, au niveau local,
au niveau régional, au niveau national. En réalité, ils ont été le facteur déterminant dans la résolution de la crise et du conflit dans leur pays. Pour le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité sera marquée par le partage de l'expérience réussie de l'ONUCI dans le cadre des opérations de maintien de paix dans le monde. La symbolique de ce moment nous interpelle sur les attentes que suscitent les leçons et l'expérience de la Côte d'Ivoire à tirer de 13 années de présence de l'ONUCI et qu'elle déclinera au cours de son mandat au Conseil de sécurité afin d'aider d'autres pays à suivre la même voie. Les entretiens que j'ai eus avec tous les États membres des Nations Unies au cours de ces derniers mois et surtout de ces 3 dernières semaines nous ont permis de partager leurs attentes et d'être confortés dans notre décision d'œuvrer au sein du Conseil de sécurité à l'émergence de réponses collectives cohérentes aux défis globaux de notre temps dans la concertation et le respect mutuel. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire s'achève ce 30 juin. Et l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent a été saluée à New York comme en Côte d'Ivoire. La classe politique ivoirienne a réagi sur cette élection. Nous vous proposons les réactions de l'UDPCI avec Mabry Touakeuse et du RPCP d'Henriette Lago. Nous avons soutenu le gouvernement parce que c'est la politique extérieure. En ce moment, nous devons jouer équipe. Et donc, nous avons joué équipe avec le gouvernement pour que la Côte d'Ivoire soit élue. C'est avec beaucoup de bonheur que nous apprenons cette élection de la Côte d'Ivoire. Mais vous savez que c'est à ce niveau-là qu'on décide de la politique sécuritaire du monde. Les questions en Irak, les questions en Syrie, les questions partout ailleurs nous interpellent. En tant que pays émergent, il est important que nous y soyons. Nous avons le terrorisme. Nous devons prendre part au combat contre le terrorisme. Nous avons traversé une crise que nous avons su gérer avec l'ONUCI. Vous savez que l'expérience de l'ONUCI est la meilleure expérience que le monde entier ait vécue. Donc nous avons une expérience à partager en termes de cohésion nationale, en termes de chemin emprunté pour la réconciliation, en termes de pays qui fait la promotion de la paix comme sa deuxième religion. Je voudrais donc féliciter le chef de l'État, féliciter le gouvernement pour tout ce travail, féliciter le peuple ivoirien et dire que les partis politiques, la société civile, tous doivent se mobiliser pour que ce mandat de la Côte d'Ivoire soit un mandat couronné de succès. Le monde est à la recherche de la paix. Nous avons un chemin à indiquer et ce chemin-là sera le chemin qui sera emprunté par toutes les nations. Le RDR, le Rassemblement des Républicains, s'est aussi prononcé. Voici la réaction du secrétaire général par intérim du RDR. L'admission de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies est une victoire de la diplomatie de notre pays, conduite avec sagesse par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Cette admission est la preuve de la crédibilité retrouvée de notre pays et de son retour confirmé sur la scène internationale. Nous félicitons le président de la République et lui réaffirmons notre total soutien dans la conduite difficile, ô combien exaltant de notre pays sur la voie du développement et du bien-être des Ivoiriens. Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, président du directoire du RHDP. Je vous invite maintenant à voir la réaction du PDCI RDA. Le PDCI soutient cette candidature de notre pays qui a déjà été membre de cette structure et fait respecter sa voix. Le retour de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité des Nations Unies est une bonne percée diplomatique qui nous honore et c'est signé Maurice Kakoudikawe, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Et que disent maintenant les populations ivoiriennes de cette élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU en qualité de membre non permanent? Nous avons interrogé certains d'entre vous. Voici leurs réponses. Ça fait la 3e fois que nous revenons au Conseil de sécurité. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est de retour. Elle est de retour. Et il faut que les Ivoiriens comprennent cela. Moi, je pense que c'est une très bonne chose dans la mesure où, en tant que citoyen du pays, on espère que nos problèmes
récurrents vont certainement avoir des éventuelles solutions. Donc nous apprécions ça en tout cas. Je pense que c'est une joie immense de voir son pays parmi les grands qui décident de l'avenir du monde. Quand on regarde le nombre de pays et le temps sur lequel cette activité se produit, ça veut dire que la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte dans le monde. Et le président de la République qui a œuvré à cela, je pense que c'est une prouesse qu'il faut saluer. Le score qu'on a eu montre que notre pays compte. Ça doit être un motif de fierté pour tous les Ivoiriens, parce que voir que ton pays est membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est extraordinaire. Il faut bien que l'Afrique soit bien représentée, et surtout par un pays comme la Côte d'Ivoire qui a traversé des années de crise. Je pense que nous sommes bien armés pour pouvoir comprendre les situations de conflit dans le monde et surtout défendre les intérêts de l'Afrique. Donc c'est une fierté que le président a mis le pays à haut niveau, qu'aujourd'hui on a classé parmi les pays les plus puissants. Et tout, c'est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Et notez pour terminer sur ce chapitre qu'il y a 6 nouveaux admis au Conseil de sécurité comme membres non permanents. Ce sont la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Koweït, les Pays-Bas, le Pérou et la Pologne. Voilà tout ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent. Dans le domaine agricole à présent, la phase 1 du programme national d'investissement agricole PNIA arrive à son terme en décembre prochain. La phase 2 démarrera automatiquement début 2018, mais avant le changement du processus, l'heure est au bilan du premier PNIA qui a mobilisé plus de 1600 milliards de francs CFA. Une rencontre s'est ouverte à cet effet à Grand Bassam en vue de maintenir le cap du développement du secteur agricole ivoirien. Mamadou Kwasi. 31 décembre 2017, fin de la première génération du PNIA, le programme national d'investissement agricole, qui aura duré 5 ans. 5 années durant lesquelles de nombreux efforts auront été consentis dans l'amélioration des conditions de travail et de vie des agriculteurs ivoiriens. Environ 1600 milliards de francs CFA ont été investis par le gouvernement et les partenaires au développement. Une rencontre bilan donc organisée pour faire le diagnostic du PNIA 1 afin de réussir la phase 2. Il y a eu des performances enregistrées au niveau de la production, des performances enregistrées au niveau, bien sûr, des revenus des producteurs. Donc les effets vraiment sont positifs. Par exemple, les productions vivrières, elles ont augmenté régulièrement entre 2012 et 2013, chaque année. Si vous prenez même un exemple spécifique, le riz qui était à 550 000 tonnes de riz produit en Côte d'Ivoire en 2011, cette année et l'année passée, nous avons dépassé les caps de 1 200 000 tonnes, 1 300 000 tonnes de production de riz. Au niveau du café, au niveau du cacao, au niveau de l'anacarde, au niveau du coton, c'est des productions qui ont augmenté régulièrement, et bien sûr, chaque année. Quand vous prenez la pauvreté au niveau rural, c'est pour la première fois en Côte d'Ivoire qu'en 2015, il y a eu une diminution de la pauvreté au niveau du milieu rural. Bilan jugé satisfaisant. Il faut donc réussir le prochain PNIA. Et pour mener les discussions, tout le monde est réuni. Acteurs agricoles, membres de différents ministères intervenant dans le secteur agricole et corps préfectoral. Il s'agit de donner une nouvelle dynamique au programme national d'investissement agricole avec l'implication des différents ministères, notamment eau et forêt, ressources animales et halieutiques et environnement. En clair, l'État veut créer une synergie pour la prospérité des acteurs du secteur agricole. L'un des axes principaux, c'est de faire en sorte que dans la deuxième phase du PNIA, qu'un accent soit mis sur la structuration de nos filières et en même temps la professionnalisation de ces acteurs-là, de sorte qu'ils deviennent des véritables acteurs économiques pour être des exploitants, comme on l'a dit, agricoles au niveau de la chaîne des valeurs. Le PNIA 2 va être construit autour du principe que l'agriculture ivoirienne ne dépend pas uniquement des eaux de pluie. La politique de transformation des produits locaux et la modernisation des pratiques agricoles constituent une priorité pour le gouvernement. Une priorité qui aura une place importante dans la deuxième génération du PNIA, a précisé le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, présent à cette rencontre. Et au niveau des échanges commerciaux, la Côte d'Ivoire veut tirer profit des avantages liés à son éligibilité à la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGOA, qui est un régime commercial moins exigeant. La Commission nationale vient donc d'élaborer une stratégie en vue d'identifier les mesures essentielles pour l'accompagnement des entreprises exportatrices vers les marchés américains. On en sait plus avec l'enseigne Bakayoko.
Selon le département du commerce, en 2015, les États-Unis ont importé de la Côte d'Ivoire pour près de 500 milliards de francs CFA. Sur ce volume, la part des produits éligibles à l'AGOA, ce dispositif préférentiel entre les États-Unis et l'Afrique, est chiffré à 260 millions de francs CFA. Cette situation pourrait s'expliquer entre autres par la faiblesse des capacités nationales à développer des partenariats efficaces avec les opérateurs économiques américains, une méconnaissance du marché américain et des opportunités d'échange. La Côte d'Ivoire, dont vous connaissez tous l'ambition d'émergence, ne peut se contenter de ce bilan fort mitigé. Il s'agit donc pour le gouvernement ivoirien de créer les meilleures conditions en vue d'une augmentation du niveau des échanges commerciaux. C'est l'objectif du document de stratégie nationale qui vient d'être validé par les experts, les opérateurs économiques et les partenaires financiers. Nous sommes bien sûr tout à fait disposés à appuyer ces démarches pour une diversification et une accélération des exportations ivoiriennes vers les États-Unis. La loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA a été adoptée en 2000. Il prend en compte plus de 6000 produits. Notre objectif est de faciliter un partenariat mutuellement bénéfique pour nos deux pays, pour l'accroissement des échanges commerciaux. Les besoins financiers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie AGOA Côte d'Ivoire sont estimés à 5,4 milliards de francs CFA. Le ministre des Transports s'imprègne du fonctionnement du guichet unique automobile. Il était donc en visite dans les locaux du guichet unique pour écouter les préoccupations des employés. Chris Diomandé, Aboussanogo. Le ministre des Transports au guichet unique automobile. Amadou Koné est venu s'imprégner du fonctionnement des différents services. On se rend compte malheureusement qu'il y a encore beaucoup de véhicules qui sont stationnés. Il y a beaucoup de véhicules d'occasion, énormément de véhicules d'âge très avancé. Je voulais aussi donc, me rendre compte de ce qui est fait donc, au niveau du contrôle technique et voir donc, au niveau du gouvernement à qui je rendrai compte donc, quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Donc, il s'agit globalement pour moi de venir voir comment est-ce qu'avec le comité de gestion de la direction générale donc, du guichet unique, donc nous pouvons faire en sorte que ce service important soit un service performant, que les usagers n'attendent pas longtemps avant de recevoir donc, leur véhicule, une fois que le véhicule donc, débarque au port autonome d'Abidjan. Cette visite du ministre des Transports est un signe du renforcement de la confiance entre la tutelle et les agents. Lorsque nous allons nous soumettre nos difficultés, qu'ils les analysent avec bienveillance, afin de nous donner satisfaction. Merci au ministre d'avoir pensé à Côte d'Ivoire logistique. Pour l'année 2016, ce sont 66 639 plaques d'immatriculation qui ont été posées par Côte d'Ivoire Logistique, soit un taux de croissance de 19%. Et cette autre nouvelle qui réjouit les automobilistes, les barrages illégaux ont été levés sur l'axe Abidjan-Noé. De 31 barrages en 2010, on est passé à 3 barrages légaux en 2017, ce qui facilite le transport des biens et des personnes. Une mission d'évaluation vient justement d'être effectuée sur le corridor d'Abidjan-Noé. Francis Boifo. C'est désormais une réalité pour tout automobiliste, surtout pour les transporteurs qui empruntent le trajet Abidjan-Bassam long d'une vingtaine de kilomètres. Le constat d'aujourd'hui est qu'il n'y a plus de barrages. À son temps de 2000 jusqu'à 2011-2012, mais le nombre de barrages qu'il y avait sur nos voies d'Abidjan à Bassam, mais on ne pouvait pas les compter. À 15 km de Grand Bassam, la ville de Bonoua, le constat est le même. Depuis qu'il n'y a plus de barrage sur la voie, on met 40 minutes, maximum 45 minutes pour arriver à Abidjan. Compte tenu du fait qu'il y a vraiment peu de contrôle, les chauffeurs vraiment vont très vite. Et puis nous avons l'état des véhicules qui sont très défectueux et cela occasionne énormément d'accidents sur la voie. À ces problèmes s'ajoutent les plaintes des transporteurs sur l'axe Aboisseau-Noé, frontière du Ghana. Ça commence carrefour de Krengiabo, il y a douane de contrôler. Saouma, il y a douane. Donc douane c'est trop. Police, ça va. Gendarmerie,
n'y a pas de problème. Le directeur régional des douanes d'Aboisseau, lui, parle plutôt de postes d'observation tenus par des agents des douanes et non des barrages douaniers. Ces agents sur le tronçon, quand ils voient des opérations irrégulières, essaient d'interpeller ceux qui sont dans les postes réglementaires pour dire tel véhicule arrive, nous avons l'impression que ce véhicule n'est pas passé par Noé pour faire un dédouanement, mais plutôt vient de telle région lagunaire. Durant 3 jours, les membres du comité national chargé d'évaluer le projet de facilitation du commerce et du transport sur l'axe Abidjan-Noué, long de 171 km, ont pu se faire une idée des réalités sur cette autoroute. Autrefois, il y avait une trentaine de barrages. Au cours du séminaire de juin 2016, il avait été demandé 3 barrages, un barrage de sécurité et 2 barrages d'observation. Et au cours de notre passage depuis Abidjan jusqu'à Noué, nous avons constaté cela. Sur la route, on constate que les pratiques anormales ont cessé. Et c'est très important pour nous. Nous allons veiller au grain pour que cette situation ne change pas, pour ne pas qu'ils retombent encore dans les mauvaises habitudes de raquettes. Pour les forces de l'ordre, la fluidité routière ne doit pas être une porte ouverte au trafic de stupéfiants. Les transporteurs qui savent qu'ils ne doivent pas se faire complices des contrebandiers. Les transporteurs de la région du Sud Komoué ont également été invités à se conformer aux règles de conduite et à éviter les surcharges. La surcharge a un effet néfaste non seulement sur l'industrie du transport, mais aussi et surtout sur la santé de nos routes et par ricochet sur la sécurité de nos usagers. C'est pour cela que nous menons la campagne, pour que cette loi qui a été prise au niveau communautaire, qui nous demande de ne pas surcharger nos camions, qu'elle soit respectée. Selon des statistiques, la surcharge fait perdre plus de 30 milliards de francs CFA par an aux États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Fluidité routière, mais également assainissement de l'environnement. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable vient de lancer la quinzaine nationale de l'environnement. Cette quinzaine sera l'occasion de renforcer la sensibilisation des populations pour préserver leur environnement. Des caravanes vont sillonner les localités, comme nous explique Grace Kando. 15 jours pour susciter une prise de conscience collective des populations sur la préservation de l'environnement et attirer l'attention de tous sur les menaces environnementales de la planète. Des objectifs que veut atteindre le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable pendant la quinzaine nationale de l'environnement qui se tient du 1er au 18 juin. La quinzaine nationale de l'environnement vise en effet à faire des populations ivoiriennes des agents actifs du développement durable et à susciter la participation de partenaires multiples pour sa sauvegarde. La quinzaine de l'environnement comprendra aussi un support scientifique indispensable à la résolution des problèmes environnementaux. Cette quinzaine sera l'occasion de présenter le plan de préservation des lagunes et océans. Et pour permettre aux populations d'être informées sur la préservation de l'environnement, une journée porte ouverte sera organisée au Parc national du Banco. Le Parc national du Banco fait le phénomène inverse de l'homme pendant la journée, c'est-à-dire le phénomène de la photosynthèse. Le Parc national du Banco absorbe le gaz carbonique et rejette l'oxygène. Et l'homme absorbe l'oxygène. Et l'autre élément qui est fondamental, c'est que ça joue la fonction de purification de l'air. Tout ce qui est véhicule usagé, tout ce qui est pollution, tout ce qui est particules est rejeté dans l'air et le Parc national du Banco absorbe cela. La quinzaine nationale de l'environnement est constituée de 3 activités majeures. Il s'agit des journées mondiales de l'environnement, de l'océan et de la lutte contre la désertification. Les 8e Jeux de la francophonie, les préparatifs s'accélèrent. Les compétitions vont démarrer le 21 juillet prochain. Les femmes du district autonome d'Abidjan ont décidé de jouer leur partition dans la réussite de ces Jeux. Elles ont reçu leur feuille de route, nous dit Issa Chonayeo. Les 8e Jeux de la francophonie, aux couleurs de la fête des mères.
Les femmes du district autonome d'Abidjan l'ont voulu ainsi cette année. À l'appel du ministre auprès du président de la République en charge des Jeux, elles sont venues des 4 coins d'Abidjan afin de se mettre en ordre de bataille pour le rendez-vous francophone du mois de juillet. Bientôt, ce sont les 8e Jeux de la francophonie. Je suis venu pour vous solliciter. On va tous se mobiliser, on va faire des réunions de formation pour que vous et nous, on donne de la Côte d'Ivoire une belle image de pays accueillant. Des femmes motivées promettent des festivités populaires pour ces Jeux. Nous, femmes du district autonome d'Abidjan, aimerions-nous saisir de cette opportunité qui nous est offerte pour vous assurer de notre détermination à vous accompagner. Monsieur le ministre-gouverneur, dans la réussite de cette mission à vous confier par le président de la République, Alassane Ouattara. Au total, 100 femmes seront cooptées pour la gestion pratique du village des Jeux. Elles seront les meilleures gouvernantes des logements des compétiteurs. Une tâche confiée aux femmes du district autonome d'Abidjan par le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. Au-delà des Jeux, même on voit les enjeux. Je vois surtout les enjeux pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Et en cela, j'exhorte mes soeurs, les secrétaires, et au-delà, toutes les femmes du district d'Abidjan s'impliquer vraiment. C'est la chose qui nous tient vraiment à cœur. C'est une bonne initiative ou un bon événement pour la Côte d'Ivoire, pour surtout les femmes du district. Parce qu'en tant que femmes, nous sommes mobiles, donc nous sommes capables de faire tout ce qu'on pourra faire pour que ces moments-là soient agréables, pour l'accueil, pour l'organisation. Je crois que la femme du district d'Abidjan a toutes les compétences pour pouvoir contribuer à la réussite de cet événement. Nous allons sensibiliser les autres femmes en leur envoyant des messages, en passant de bureau en bureau, en tant que secrétaire et femme, et essayer de les mobiliser afin que tout soit le mieux. Au cours de cette célébration, les femmes d'Abidjan ont reçu de nombreux présents dans une ambiance festive entretenue par Faro, la mascotte des Jeux. Et on ouvre maintenant la page culture de cette édition avec ces jeunes scénaristes, réalisateurs, producteurs, passionnés et talentueux. Ils représentent la nouvelle vague ivoirienne des professionnels de l'audiovisuel et ils contribuent à redynamiser le secteur en Côte d'Ivoire. Explication détaillée avec Christelle Mena. C'est vraiment pendant la crise de 2011 qu'à un moment j'ai eu le déclic en voyant le corps d'un homme allongé par terre. Je me suis sentie vraiment tellement impuissante. Ça m'a mis vraiment en colère. Tout d'abord, le premier sentiment, c'était écrire. Je me suis rendu compte que les mots ne sont pas suffisants. Il faut des images, il faut des sons, il faut donner de la voix, il faut se faire entendre sur certains aspects de notre société, de notre vie. Ça ne va peut-être pas changer le monde tel qu'il est, mais au moins, c'est un bel essai. Silence plateau, c'est parti. Caméra 3. Caméra 2, fais un plan d'ensemble s'il te plaît. J'ai vu la publicité du concours RTI Nouveau Talent. J'ai pensé à cette histoire que je gardais. 10 jours après, on prononce mon nom parmi celui des vainqueurs. Et là, c'est l'aventure qui commence vraiment. Making a feature film or a drama series is still a difficult and a very professional process. Times have changed. Everybody's a filmmaker. Everybody can tell a story. And I think that I'm grateful that a national broadcaster like the RTI had the vision. For me, in 5 years, Binta and 20 or 30 other Bintas are the future of African cinema. There's no other. I get it. Part of this thing is that that's the only thing that they're supposed to see, nothing else. L'objectif de ce tournage, c'est le Discope.
Toklo Live, vous avez reçu la Bible, vous savez de quoi il est question. Pour ce pilote-là, il faut qu'on mette le maximum pour être convaincant. Allez, c'est parti, on commence à répéter. Willy. C'est vraiment bien. Et je suis sûr qu'avec toute cette beauté-là, tu vas forcément trouver un producteur. Mais c'est pas fini. Ça c'est Toklo, c'est une série courte de 3 minutes. On est en train de travailler sur 60 épisodes. On a un pilote qui est disponible, qu'on peut vous faire parvenir déjà. Cette série nous intéresse bien. D'accord. Toklo Live. Donc là c'est une bonne nouvelle. Donc on reviendra, on va faire le point à notre niveau et puis bon, on reviendra vers vous pour discuter de ça. Ok, il n'y a pas de souci. La série est bouclée, là c'est vendre l'affaire avant. Ça va bien et toi? Ça va. On est dans la dernière ligne droite là. D'accord. La principale difficulté, ça je crois que je ne vais pas être le seul à le dire, c'est d'avoir les compétences qu'il faut. On était obligé de tout faire en même temps. Le gars il est scénariste, réalisateur, producteur, marketeur de son film. Que ce soit ici comme pour des bailleurs étrangers. C'est un peu trop intégré qu'on peut faire en Afrique avec peu. Mais ça n'a pas de sens en fait. C'est cultiver une espèce de débrouillardise perpétuelle en fait. À l'époque, c'est nos chaînes à nous qui ne mettaient pas des sous dans les productions. On était dans le système de battering où il faut, toi, venir avec ton projet, ton film abouti, venir avec ton sponsor et la chaîne était tranquille là dans son coin, il encaissait juste les chèques. Mais c'est ça qui a changé et qui est une excellente évolution au niveau de la RTI, même dans la sous-région. Je connais très peu de chaînes qui le font. Aujourd'hui, on accompagne à la fois les nouveaux talents, qu'ils soient du début du projet, au niveau de l'écriture, de la réalisation, jusqu'à la distribution finale du programme. Nous vendons aussi bien, comme on le disait, à des chaînes internationales comme TV5 Monde, des plateformes VOD, des compagnies aériennes. Nous croyons vraiment au fait de pouvoir aujourd'hui aider du moins à la structuration de cette industrie. Il y a beaucoup de talents ici en Côte d'Ivoire, donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner et d'en faire un vivier pour qu'ils puissent demain produire d'autres choses et continuer à travailler avec la RTI. Alors, il reste combien de jours de tournage? C'est qu'il faut quand même qu'on finisse rapidement, parce qu'on le présente au Discope dans quelques jours. Mais on a fait en sorte que le premier épisode soit prêt pour le Discope. Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu le désordre que ta petite Pauline a créé? J'ai dit d'accord, mais uniquement pour travailler avec vous. Et on arrive maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture. Bonsoir, monsieur Boris Ansel Takoué. Bonsoir, madame. Vous êtes aussi jeune, vous êtes passionné de lecture. Alors, celui qui a préfacé votre œuvre, monsieur Jean-Jacques Bénien, considère L'amour dans la tête, votre ouvrage, comme une boussole pour la jeunesse. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il y a dedans ce qu'un cerveau doit découvrir pour sa bonne marche quotidienne. Alors, c'est un recueil de nouvelles qui s'attaque à plusieurs mots, notamment la cupidité, la trahison, la sorcellerie. Nous allons suivre ensemble le résumé de cette œuvre avec Astou Touré, revenu sur le plateau pour en discuter. L'amour dans la tête est un recueil de 12 nouvelles écrites par Boris Anselmo Takoué. Dans un style simple et précis, l'auteur aborde des thèmes tels que le pouvoir, la femme et Dieu. Des thèmes qui, selon lui, sont éternels. Ce livre de 129 pages a pour cœur de cible la jeunesse à qui il lance un message particulier, la prise de conscience, un impératif selon l'auteur. Boris Anselmo Takoué veut aussi rappeler à la jeunesse de ne pas demeurer dans une marche scabreuse. Il l'exhorte à sortir de sa tanière afin d'exprimer son talent tout en passant par le livre et la lecture, gage de développement personnel. L'amour dans la tête se présente comme une boussole, un miroir à travers lequel chaque jeune devrait se regarder, une source à laquelle ils devront s'abreuver. Boris Anselmo Takoué a pour modèle d'inspiration le célèbre écrivain ivoirien Isaïe Biton Coulibaly, à qui il doit les thèmes développés dans cette première œuvre.
Nous allons maintenant feuilleter quelques nouvelles de votre ouvrage. Ouais. La première nouvelle, Sauvée par Dieu. Lydie, une jeune orpheline, a échappé au sacrifice humain. Alors, elle doit son salut à qui selon vous? À Dieu. Sa grand-mère ou à sa foi en Dieu? Vous avez déjà répondu à Dieu. À Dieu d'abord, ensuite à sa grand-mère. Comment vous l'expliquez? Parce qu'elle croyait en Dieu et puis après elle avait relâché la foi. Et quand elle a échappé à la sorcellerie, Dieu lui a parlé et elle est revenue à la croyance. Vous mettez l'accent sur la spiritualité. La jeunesse, vous pensez, doit s'investir dans la spiritualité pour réussir? Je ne veux pas forcément... Parce que la plupart de vos nouvelles, il y a Dieu, Dieu, Dieu. Oui, bon, peut-être c'est une trace qu'il faut suivre, mais je ne force pas les jeunes à suivre cette voie. Chacun a sa voie. Mais vous pouvez proposer peut-être la voie à suivre. Bien sûr, je propose la spiritualité. D'accord. Alors, dans ce monde difficile, vous invitez également les jeunes à avoir de bonnes compagnies, donc de bons repères. Mais ce n'est pas le cas pour Hervé Soulé, dans les déboires d'une mauvaise fréquentation. À qui la faute? Pas du tout. D'abord, il y a la faute à sa famille. Son père, qui, pendant qu'il travaillait, n'a pas prévu l'avenir. Or, il a gouverné une famille. Gouverner, c'est prévoir. Il n'a pas prévu l'avenir de ses enfants. Et aujourd'hui, il devient comme un colis humain encombrant pour ses enfants. Mais n'empêche que ses enfants l'aiment et puis chacun se cherche pour avoir son pain quotidien. Donc, ce n'a pas été le cas pour Hervé Soulé qui, lui, malheureusement, s'est laissé leurrer par ses amis et qui ensuite a connu une mauvaise aventure avec ses deux amis. Aujourd'hui, il se retrouve au commissariat. Il faut faire donc attention aux mauvaises compagnies. Tout à fait. C'est une interpellation de la jeunesse. Oui, bien sûr, il faut savoir se faire des amis et il faut savoir avec qui marcher. C'est très important. On est tenté, il y a la drogue qui est là, et on a la cigarette et autres, la débauche. Comment faire face à toutes ces choses qui sont parfois difficiles à surmonter? Il faut résister à la tentation. En toute chose, on cherche à résister à la tentation. Où tirer donc cette force pour résister à la tentation? La spiritualité, il faut se donner à son Dieu. Donc on revient à la spiritualité. Tout à fait. D'accord. Heureusement, dans votre œuvre, il y a l'autre nouvelle, Au lycée, Danon Cyril, qui fait la différence. Il se distingue parmi les mauvais élèves de sa classe. Quel a été son secret? Parce que là, vous ne mettez pas l'accent sur la spiritualité dans la vie de Danon Cyril. Son secret à lui, c'est plutôt le livre et la lecture. Très tôt, il a compris qu'il faut faire du livre son ami pour avoir un avenir radieux. Et donc, c'est ce qui a été le cas de Danon Cyril, qui lui, à son tour, exhorte ses élèves, enfin ses amis élèves, à aimer le livre et la lecture qui, selon lui, sont de... C'est une bonne voie. Donc la lecture a été pour beaucoup dans la vie de Danon Cyril. Tout à fait. Et il a impacté les élèves, les mauvais élèves de sa classe. On finit par avoir le même comportement que lui. D'accord. Alors nous allons finir notre entretien avec L'amour dans la tête, qui est bien sûr le titre de votre œuvre. Oui. Hervé qui devient prêtre à la fin de votre histoire. Est-ce par vocation, c'est la question que je me suis posée, ou par déception amoureuse? C'est plutôt Serge qui est devenu prêtre de l'Église catholique, c'est plutôt par aussi vocation. C'est vrai qu'il a connu la déception amoureuse, mais il devait passer par ces chemins. Mais quand on suit le récit, on a l'impression qu'il était tellement déçu qu'il ne savait pas où aller. Alors donc, il s'est retrouvé prêtre. Au fil des pages de la lecture, vous voyez que l'Esprit Saint s'est révélé à lui pour lui dire « Tu n'es pas fait pour le monde, mais pour mon monde. » Donc Dieu est passé par ces difficultés. Tout à fait. Tout à fait. Alors, la femme dans votre œuvre, ce sera la dernière question, n'a pas bonne image. Ça, c'est le sentiment que j'ai eu. C'est cette femme qui trahit. On a le cas de Alvin. C'est cette femme qui s'adonne au commérage au lieu de réviser les leçons. On le voit d'ailleurs dans la nouvelle, quand les filles s'asseyent pour causer au préau. C'est cette image de la femme que vous avez? Pas du tout. Vous qui vous dites fils, filleul d'Esaïe Biton Coulibaly. Pas du tout, pas du tout. La femme, elle occupe une très grande place dans mon cœur. La preuve, je suis... il y a la femme qui m'inspire et j'aime beaucoup les femmes. Les femmes... elles savent que je les aime et ce ne sont pas mes soeurs qui diront le contraire, a fortiori ma maman. Alors donc ces mots que vous dénoncez, c'est pour qu'elles puissent les délaisser? Oui, bien sûr. C'est aussi rendre hommage à la femme de toutes les façons. Vous insistez aussi sur l'amour de la lecture, je l'ai dit en début de journal, vous êtes un passionné de lecture, on le retrouve dans plusieurs extraits. On va lire un extrait de votre ouvrage à la page 123. Oui. C'est une citation de Romain Rolland
qui disait, Romain Rolland disait, je cite, « On ne lit pas un livre, on se lit à travers un livre, soit pour se découvrir, soit pour se connaître. » Comment vous commentez cela? Romain Rolland étale la quintessence du livre. Vous savez, pour les mordus de la lecture, ils savent que le livre est un miroir. Aussi, le livre nous sert toujours de bons menus, à savoir l'éducation, la transformation et la construction de celui qui pratique le livre. Donc voici un peu ce que voulait stipuler ce philosophe français. Merci Boris Anselme Takoué d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes animateur, également chroniqueur, je crois. Oui. Alors, et vous êtes auteur aussi. Tout à fait. Si on vous demandait de faire un choix. Mais je suis toujours dans la communication, précisément dans la presse écrite aussi, dans l'animation. Il y a un lien. J'ai côtoyé le micro, je continue de côtoyer le micro d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, je pense peut-être que vous supportez le Real de Madrid qui vient, je le rappelle, de remporter la Ligue des champions de football. Donc, la finale de la Ligue des champions de football qui vient donc d'opposer la Juventus Turin au Real Madrid. Un match qui s'est soldé par la victoire du club espagnol entraîné par Zinedine Zidane. Le score de la rencontre, 4-1. Voilà, bravo donc au Real de Madrid. La plus belle fille de la Côte d'Ivoire sera connue aujourd'hui. La finale de Miss Côte d'Ivoire 2017 a lieu ce soir même à l'Hôtel Ivoire. Elles sont 26 à se disputer la couronne de la beauté. Nous sommes en direct, donc vous voyez les images. Qui succédera à Esther Memel? Réponse tout à l'heure donc. La cérémonie sera retransmise en direct sur RTI 1. Les reines de la beauté étaient ouvertes à l'Hôtel du Golfe depuis le samedi 27 mai. Et ce soir, elles vont se disputer la couronne de la beauté qui succédera à Esther Memel. Restez sur RTI 1. Ce soir, il n'y aura donc pas le dernier journal compte tenu donc de cette finale de Miss Côte d'Ivoire 2017. Bonne chance à toutes les candidates et merci à vous de nous avoir suivis. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana.